Emmanuel Attias. Nous sommes très heureux de vous accueillir au CGJ. Vous et vos nombreux talents. Vous êtes en effet à la fois historien, linguiste, guide, intervenant dans les radios. Donc, je vais préciser cela. Vous avez une formation d'historien et vous enseignez l'histoire dans un lycée. Vous avez des formations en langues orientales et en allemand, INALCO, et séjour en Allemagne et cursus à l'université de Humboldt à Berlin. Vous intervenez dans les radios juives, françaises et également des radios étrangères. Vous avez fondé le site Patrimoine et culture du judaïsme, qui a vocation à présenter le patrimoine et la culture du peuple juif. Vous êtes aussi, grâce à votre expertise, spécialiste de l'encadrement des visites guidées pour tout ce qui concerne les Juifs de Provence. Et maintenant, vous allez nous présenter une conférence qui sera forcément intéressante car il s'agit d'une conférence inédite. Elle s'intitule « Les Juifs du Pape, quel héritage ?» Et enfin, je voudrais convier tout le monde à rejoindre, si vous ne l'avez déjà fait, le CGJ, Cercle de généalogie juive. C'est à vous, Emmanuel. Je vous remercie Claire Veil pour cette présentation. Donc effectivement, je me suis spécialisé depuis un certain nombre d'années sur la culture des Juifs de Provence, à partir du moment où je me suis installé dans cette région. Alors, vous voyez effectivement que j'emploie un terme un peu différent de celui de la conférence annoncée. Je parle de Juifs de Provence, mais on pourrait également parler de Juifs du Comtat vénécin ou encore de Juifs comtadins. Donc une terminologie qui est à préciser, une terminologie qui n'est pas forcément claire en raison effectivement des différentes appellations qui ont été attribuées à ces Juifs du Midi de la France au cours des siècles qui vont être étudiés ce soir. Donc, qu'est-ce qu'on appelle véritablement Juif du Pape et pourquoi cette appellation un peu accrocheuse qui a même donné lieu au nom d'un ouvrage assez célèbre, paru en 1998, eh bien parce que ce sont des Juifs établis dans des territoires qui, à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, sont entre les mains de la papauté, entre les mains du Saint-Siège, et qui vont le rester jusqu'à la Révolution française en 1790. On pourrait même dire 1789 ou 1790 si on compte la date de leur émancipation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de papauté dans le sud de la France? Je pense que c'est un préalable qu'il faut préciser pour les néophytes, parce que tout le monde n'est pas censé savoir qu'il y a eu des papes dans notre pays. À partir de la fin du XIIIe siècle, des dissensions internes dans la papauté en France aboutissent à la création d'un Saint-Siège rival de celui de Rome et à la mise en place d'un palais des papes en Avignon, avec des territoires qui sont concédés en Provence, dans le sud du royaume de France, au clergé, pour former une papauté française rivale de celle de Rome. Bon, on aura pendant environ un siècle et demi donc une papauté en Provence, avec parfois même des antipapes. Donc on a pu avoir dans le catholicisme occidental jusqu'à 3 papes concomitamment. Et ces papes agissent comme des seigneurs locaux, des seigneurs ecclésiastiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent, sur leur territoire, traiter comme bon leur semble leur minorité. Et donc, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne ici, les Juifs qui sont sous leur giron. Alors, ce terme de Juif du pape, auquel je préférerais l'appellation de Juif de Provence, s'explique, comme on l'a dit, par les États pontificaux qui appartiennent pendant environ 5 siècles au Saint-Siège dans le Midi de la France. Alors, on voit une première carte. J'espère que vous y avez tous accès sur le PowerPoint. Donc, j'ai indiqué la localisation de cette enclave pontificale
en rouge sur la carte de la France actuelle pour plus de clarté. Sachant que les frontières de la France médiévale étaient légèrement différentes. On a donc des territoires qui sont épars, qui ne sont même pas totalement reliés entre eux et qui dépassent l'actuelle Vaucluse. On en a une partie dans la Drôme, on remonte un peu vers l'Isère, et puis de manière plus générale, il faudrait compter en fait la Provence dans son sens historique, dans son sens antique et médiéval, pour véritablement comprendre l'origine de ces populations juives dont il va être question ce soir. Effectivement, au Moyen-Âge, les contours de la région que l'on nomme aujourd'hui la Provence englobent au nord et à l'est la Savoie, le Dauphiné, l'Ardèche, l'Isère, et puis à l'ouest, les territoires languedociens, jusqu'à courir à la frontière des Pyrénées. Bon, je passerai sur la question du Languedoc pour cette conférence, parce que la question du judaïsme languedocien, Montpellier, Nîmes, Lunel, Posquières et d'autres villes extraordinaires du genre pour le XIe, XIIe, XIIIe siècle, mériterait véritablement une conférence, voire deux conférences, pour traiter ces questions de manière distincte. Alors, les Juifs de Provence sont, on peut le dire, particuliers. Leur particularisme tient au fait qu'ils ne sont ni séfarades, ni ashkénazes. Donc, ce qu'on appelle séfarades, c'est les Juifs de la péninsule ibérique, les Espagnols, les Portugais, et ensuite, on qualifie de séfarades les Mégorachim, c'est-à-dire les exilés de la péninsule ibérique dans tous les territoires qu'ils ont rejoints à partir du XIIIe siècle, et ce jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, à savoir les territoires du Maroc jusqu'à l'Empire ottoman, en passant par la Libye et l'Égypte. Qu'est-ce qu'on appelle les Ashkénazes? Alors, les séfarades, donc c'est 11e, 12e siècle, la mise en place du courant, on va dire, séfarade. Qu'est-ce qu'on appelle Ashkénazes? Les Juifs d'Europe occidentale. Et au milieu, on a quoi? On a des Juifs provençaux qui vont assurer pendant toute cette période du bas Moyen-Âge une sorte de courroie de transmission, c'est-à-dire qu'ils vont créer une forme de lien entre le monde méditerranéen et puis le monde juif du christianisme occidental, du monde chrétien occidental. Donc, ils vont assurer des traductions, souvent de l'arabe vers l'hébreu, de l'hébreu vers le latin, et jouer ainsi un rôle déterminant dans cette culture qui aurait pu, à cette période-là, au XIe, XIIe siècle, complètement se scinder dans le cas contraire. Ces Juifs, à l'instar de ceux d'Alsace, ont donc en France aujourd'hui une particularité, puisqu'ils n'ont pas été expulsés de manière aussi systématique que les Juifs du Royaume de France à partir du XIVe siècle. Effectivement, ils bénéficient d'une forme de tolérance qui va leur permettre de se maintenir sous certaines conditions dans les régions où ils se trouvent depuis l'Antiquité. Alors, bien sûr, il ne faut pas imaginer que c'est un havre de paix général non plus. Il n'échappe pas aux a priori, ni aux brimades traditionnelles du Moyen-Âge occidental, mais de manière générale, il bénéficie quand même d'une forme de bienveillance de la part des autorités locales, ce qui leur permet de se maintenir dans les régions que nous allons voir ce soir. Alors, comme je le disais, les papes d'Avignon ne sont pas tous bienveillants. J'en donne juste un exemple en guise d'introduction. En 1322, par exemple, le deuxième pape d'Avignon, Jean XXII, n'a pas hésité à expulser les Juifs de sa cité et des États de manière générale qu'il avait sous son giron. Et puis, il a mis à bas toutes leurs synagogues, comme par exemple à Bolène ou encore Carpentras. Alors, voilà donc une carte de la Provence historique pour vraiment déterminer ce que l'on appelle la Provence depuis l'Antiquité, un terme qui a été formé donc sous l'époque romaine, la Provenza, à partir du IIe siècle. Pardon? Tu parles. Oui, et puis vous avez donc une seconde carte en bas à droite qui vous présente donc la Provence avec le comtat vénécin et puis le Dauphiné dont il était question il y a une seconde. Donc c'est véritablement toute cette zone
qui doit être concerné par cette appellation de judaïsme juif du pape ou judaïsme comtadin ou juif de Provence, comme nous l'avons indiqué. Alors, d'où viennent ces juifs de Provence ou ces juifs comtadins ou ces juifs du pape, comme on peut les appeler de différentes manières? Et puis surtout, y a-t-il une généalogie propre à ces fameux juifs du pape? Alors, il convient de dire que des foyers juifs semblent avoir existé depuis l'Antiquité tardive. C'est-à-dire que dès la période de Jules César et de son fils adoptif Auguste, il apparaît dans les sources littéraires que des juifs sont cités pour la région de Massalia. Donc Massalia, c'est Marseille aujourd'hui. Donc il y a un octroi d'avantages qui leur sont concédés ou renouvelés à l'époque d'Auguste, ce qui suggère eh bien, qu'il y a des Juifs qui sont déjà installés dans le sud de la Gaule au 1er siècle avant l'ère commune et probablement de manière plus précoce encore. Mais nous n'en avons pas de traces plus anciennes que Jules César. En revanche, un peu plus au nord, si l'on regarde la ville de Vienne, alors pas la Vienne en Autriche, mais la Vienne au sud de Lyon, donc dans une région qui s'appelle la Narbonnaise ou la Provence historique, eh bien, on a une information très intéressante pour l'historien, c'est le nom d'un roi que je vous ai indiqué selon une représentation de la Renaissance au XVIe siècle. Donc, on en a fait une représentation qui est symbolique, on ne sait pas exactement à quoi il pouvait véritablement ressembler. On l'a affublé d'une barbe parce que c'est un Judéen et qu'on imagine effectivement des caractères très orientaux à ces Juifs en provenance du Levant. C'est Archélaïos. Alors, Archélaïos, qui est-il? Eh bien, c'est un roi de Judée, de Samarie et d'Édumée. C'est le fils d'Hérode le Grand. D'accord, donc d'où le nom effectivement d'Hérode Archélaïos. Alors Hérode le Grand, c'est celui à qui on attribue la construction eh bien, du mur des lamentations, c'est-à-dire la dernière partie visible aujourd'hui au niveau du mont du Temple, c'est-à-dire à Jérusalem. Alors ce Hérode Archélaïos n'est pas en odeur de sainteté en Judée au début du 1er siècle, doit s'exiler et rejoint, alors de gré ou de force, on ne le sait pas très bien, toujours est-il qu'il arrive en Gaule, dans un endroit où très traditionnellement, eh bien, les autorités romaines avaient coutume d'exiler les Juifs qui leur pesaient au Levant. C'était une pratique chez les Romains. Il ne faut pas imaginer, comme dans les péplums, que tous se retrouvaient dans les arènes dévorés par les lions. Souvent, des populations indésirables étaient simplement déplacées. Leur lieu de rassemblement, comme le temple pour les Judéens, était détruit. Et puis, les populations étaient réinstallées dans d'autres provinces où ils avaient, du fait de leur perte de repères, eh bien, une tendance à se romaniser un peu plus vite. Donc, Archélaïos arrive vraisemblablement vers l'an 6 de l'ère commune, bien avant donc, la destruction par Titus du Second Temple, et c'est avec sa cour qu'il développe une première communauté donc, dans la région de Vienne, au sud de Lyon, et on voit donc des communautés qui se mettent en place, alors à la fois à Marseille, à la fois à Vienne, et donc on peut imaginer que des communautés secondaires ont dû s'établir au 1er, 2e, 3e siècle, eh bien, entre les deux. Donc là, on a déjà une première trace de judaïsme à l'époque romaine dans cette Provence qui va nous occuper ce soir. Alors, c'est toujours intéressant d'avoir des sources littéraires, mais c'est encore plus intéressant lorsqu'on peut les croiser avec des sources archéologiques. En 1967, une lampe à huile remarquable a été découverte dans la petite ville d'Orgon, à environ une dizaine de kilomètres de Cavaillon, dans le Vaucluse. Et cette lampe à huile, qui est affublée de 2 ménorotes à 7 branches chacune, eh bien, a particulièrement intrigué les chercheurs, les fouilleurs, parce qu'elle est un cas unique. Elle remonte au 1er siècle, c'est-à-dire à la période 1er siècle avant, donc à la période où il y a les premières concessions offertes par Jules César et ensuite par Auguste aux Juifs de Provence. Alors attention, on dit toujours en archéologie que lorsque l'on découvre un artefact
unique de ce type, eh bien, on ne peut pas émettre une vérité générale. Au mieux, peut-on proposer des hypothèses. Alors, peut-être s'agit-il d'un commerçant juif itinérant, mais il n'était pas forcément un résident permanent. Peut-être s'agit-il d'un légionnaire qui a été envoyé en garnison dans un premier temps en Judée et puis qui ensuite s'est retrouvé en Provence et avait rapporté un trophée de guerre. Peut-être s'agit-il effectivement d'un élément synagogal et qui attesterait du développement d'une première communauté dans la région de Cavaillon dès l'Antiquité, mais nous n'avons pas de preuves supplémentaires pour pouvoir l'affirmer. Donc, restons-en aux hypothèses. Toujours est-il que quelques siècles plus tard, au IVe siècle, un sceau en métal avec une menorah, cette fois-ci à 5 branches et l'inscription Avin, qui est l'abréviation en latin d'Avinunensis, a également été mise au jour et permet de confirmer bien qu'il y a bien une présence juive dans la période au moins tardo-antique, c'est-à-dire à la fin de l'Antiquité, en Provence, au regard et à la fois des sources littéraires que je viens de vous présenter et des quelques artefacts archéologiques dont nous venons de parler. Donc, tout au long de l'Antiquité, les Juifs semblent s'être développés. On a l'impression, effectivement, par rapport aux octrois que l'on découvre dans la littérature romaine, eh bien, qu'ils ont plutôt bien vécu dans le midi de la France. Et même lorsque cette Provence tombe entre les mains des chrétiens, eh bien, on découvre, au regard des textes, que les papes cherchent davantage à les convertir en douceur, par la persuasion, par des avantages financiers, plutôt que par des brimades. On le sait parce qu'au VIe siècle, eh bien, il y a des Juifs de Clermont, alors aujourd'hui Clermont-Ferrand, eh bien, qui sont opprimés et qui viennent se réfugier en Provence et notamment à Marseille, ce qui atteste effectivement de cette forme de bienveillance dans le midi de la France pour la période tardo-antique et puis au début du Moyen-Âge. Néanmoins, au VIe siècle, tout semble changer. En 587, le roi wisigoth Récarède, qui est établi en Espagne, se convertit au christianisme. Il s'empare du Languedoc et impose le catholicisme comme religion officielle. Les mariages mixtes, qui vraisemblablement étaient assez courants à l'époque, sont interdits. Et si des enfants sont nés de telles unions, eh bien, ils sont forcément baptisés. Beaucoup de baptêmes contraints ont également lieu au niveau des adultes. On en a gardé trace dans les archives. Et ses successeurs ne sont pas moins cruels au 7e et 8e siècle. Alors, tout au long du Haut Moyen-Âge, néanmoins, le judaïsme de Provence s'enrichit de la venue des contrées voisines. Donc, il faut distinguer désormais ce judaïsme provençal languedocien que je mets à part, où il y a eu des brimades et puis il y a une histoire bien singulière de ce judaïsme provençal, donc de la Provence antique. On ne va garder désormais que la partie orientale pour la suite de notre exposé, où eh bien, il semblerait que la situation était plus bénéfique pour les communautés juives. Et alors, comment le sait-on ? Eh bien, parce que de nombreux coreligionnaires viennent rejoindre les communautés déjà existantes de Marseille, d'Arles ou en Avignon, notamment au IXe siècle, à l'époque de Louis le Pieux. Alors, on a un évêque particulièrement virulent à l'encontre des Juifs de Lyon, l'évêque Agobard, qui envoie des missives assez violentes au roi de France pour reprocher sa tolérance à l'égard des Juifs et notamment le fait que les Juifs font du prosélytisme, attirent beaucoup de chrétiens dans leur synagogue par les drachotes vraisemblablement plus intéressantes du Shabbat que les prêches dominicales, et cela gêne énormément les autorités ecclésiastiques. Donc des persécutions font affluer un certain nombre de Juifs lyonnais vers le sud. On a également des échanges avec le Languedoc, donc avec les persécutions dont il a été question précédemment. Donc des Juifs languedociens viennent s'installer également autour de Marseille et puis dans l'actuelle Vaucluse. Alors, pas toujours sous la contrainte. On a par exemple parmi la très célèbre dynastie des Thibonides, donc les Ibn Tibbon ou les Thibonides, qui sont des traducteurs qui ont énormément apporté à la culture occidentale
en traduisant des œuvres grecques et des œuvres latines, hein, notamment Euclide, qu'ils ont permis de faire redécouvrir à l'Occident médiéval. Eh bien, ces Thibonides qui viennent de l'Espagne musulmane, qui se sont installés dans le Languedoc, auront un de leurs descendants, hein, donc sur les 5 générations, il y a un des descendants qui s'appelle Samuel ibn Tibbon, eh bien, qui termine sa vie à Marseille, par exemple. On a également les persécutions en Méditerranée qui conduisent un certain nombre d'Espagnols et même d'Orientaux eh bien, à trouver refuge en Provence parce qu'ils considèrent, on le lit dans certains récits, eh bien, qu'à cette période-là, c'est un havre de paix, c'est-à-dire au tournant du Haut Moyen-Âge et du Bas Moyen-Âge, c'est-à-dire entre le 9e et puis le 12e siècle, eh bien, la Provence semble plus accueillante que d'autres territoires en Méditerranée. Alors, voilà à peu près les principales communautés juives du midi de la France au XIIe siècle. J'ai indiqué en rouge et à l'aide de flèches les communautés qui sont vraisemblablement fondées ou enrichies par des juifs en provenance de péninsule ibérique et surtout d'Espagne, parce qu'on retient très souvent la date de 1492 comme l'expulsion définitive des Juifs d'Espagne, mais il faut savoir que ça a commencé avec l'Inquisition bien plus tôt, hein, avec une volonté bien, de rendre chrétienne la péninsule ibérique dès le XIIIe siècle. Et donc, beaucoup de Juifs affluent vers le Languedoc et vont s'établir même jusqu'à Marseille. Donc, on a les communautés de Narbonne qui sont souvent citées dans la littérature provençale ou dans la littérature des Juifs d'Espagne de l'époque, Montpellier, Lunel, Beaucaire, hein, qui est d'ailleurs devenu un nom juif hein, au Moyen-Âge. Beaucaire devient un nom juif, Saint-Gilles, Arles, et puis Marseille, qui est également devenu, dans la littérature médiévale, une preuve de judaïsme. Hein. Par exemple, des gens comme Jacques Marseille ont probablement des origines juives. On lit d'autres villages, par exemple Milo. Hein, vous connaissez sans doute tous Darius Milhaud, eh bien, voilà un juif. Ou encore Armand Lunel, dont il sera question un peu plus tard, eh bien, il porte le nom d'un toponyme, ce qui est assez fréquent chez les juifs médiévaux. Alors au départ, on les appelait par exemple Joseph de Montpellier, puis progressivement, le nom va finir par devenir un patronyme qui s'est poursuivi. On a enfin, pour citer une grande famille également, les Crémieux, Adolphe Crémieux ou encore Gaston Crémieux, un peu moins connu, qui est mort à 35 ans sous les balles républicaines. Hein. Donc c'était quelqu'un qui s'était opposé dans les années 1870 en tant qu'avocat à Adolphe Thiers. Adolphe Crémieux eh bien, porte le nom typique des Juifs du comtat vénessin, hein, des Juifs comtadins. Alors, on a un document qui est particulièrement utile pour cette période-là, c'est le Sefer HaMassaot, ou Sefer Massaot, ou encore itinéraire du rabbin et explorateur Benjamin de Tudel, donc c'est un Espagnol, qui décide de partir de péninsule ibérique et de traverser l'Oïkoumène, c'est-à-dire toutes les terres connues jadis, pour retrouver les communautés et expliquer quels sont leurs rites, quelles sont leurs pratiques. Et donc, pendant des années, eh bien, il va parcourir la Provence entre 1159 et 1165. On le trouve donc autour de Narbonne, Montpellier, Lunel ou encore Marseille. Et son Sefer Massaot, qui a été maintes fois reproduit, et traduit dans quasiment toutes les langues, eh bien, aujourd'hui, est un des ouvrages qui constitue l'une des plus grandes richesses pour les gens qui travaillent sur la période médiévale, parce qu'il nous renseigne de manière considérable sur et l'existence de communautés et leur nombre et attribution. C'est-à-dire que très souvent, eh bien, le texte est émaillé de chiffres et puis d'informations comme dans telle ville, on trouve, alors par exemple, 100 juifs pour la ville de Saint-Gilles, hein, que nous avions en rouge là au centre de notre carte précédente. On nous parle de 200 juifs à Arles ou encore de 300 juifs à Marseille, répartis en deux communautés, la ville haute et la ville basse. Et puis souvent, eh bien, cet auteur nous indique la présence d'un bar rituel, un mikvé, ou d'une synagogue, ou encore d'une yeshiva, c'est-à-dire d'une école talmudique, ou bien même parfois eh bien, de lieux secondaires comme une maison des Juifs. Voilà. Donc tous ces toponymes nous sont précisés par ce Sefer Massaot
que l'on pourra lire aussi bien en hébreu qu'en latin, ou aujourd'hui en français et en anglais, puisque des versions sont disponibles en librairie. Alors, à partir de la période suivante, 13e, 14e siècle, on a d'autant plus d'informations encore et produites directement sur place. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la littérature provençale, on n'hésite pas à citer le nom de juifs qui ont rendu de bons services à des souverains de la région. Alors, les comtes de Provence se considèrent un petit peu rois en leur domaine et dans le contexte de la féodalité s'émancipent très volontiers des injonctions du roi de France, ce qui ne fait pas toujours plaisir d'ailleurs au souverain national. On a parmi ces potentats locaux la reine Jeanne pour le XIVe siècle, le roi René pour le siècle suivant, et puis entre les deux, Louis II, que je n'ai pas indiqué ici, mais dont il pourrait être question. Et tous ces souverains de Provence ont une certaine forme d'admiration pour les Juifs comtadins et leur demande de menus services, comme par exemple dans le domaine du commerce. Alors, les Juifs de Provence vont devenir les experts à cette période-là du commerce des tissus. J'ai retrouvé un chiffre dans les archives. Il me semble, voilà, au 14e, 15e siècle, à un moment, on nous dit que 87 des 94 marchands de tissus de la région étaient des juifs. Mais également dans le domaine médical, parce que les textes de Maïmonide ont été traduits. Alors Maïmonide, on le connaît pour son Mishneh Torah, on le connaît également pour donc, ses ouvrages de Torah de manière générale, mais dans le domaine de la médecine, il a fourni énormément de traités traduits par les Thibonides et d'autres dynasties de grands traducteurs languedociens. Et puis, ils sont parvenus entre les mains des Juifs de Provence qui s'en inspirent, alors sur des questions comme les hémorroïdes, sur des questions comme l'asthme également, et des gens comme la reine Jeanne et le roi René font appel aux médecins juifs qu'ils estiment plus compétents que les médecins chrétiens qui, eux, ont l'interdiction à la même période de disséquer, ont l'interdiction donc de mener des expériences sur corps humain, ce qui était possible de faire dans les territoires musulmans où Maïmonide a vécu. Et donc, souvent, les traités en provenance du monde séfarade, du monde méditerranéen, c'est-à-dire au sud de la Méditerranée, sont plus riches, plus documentés, plus précis pour soigner des humains. Alors, on a par exemple en 1370 le nom d'un juif qui s'appelle Bendish Chaim, donc Chaim le béni, qui est employé par la reine Jeanne comme médecin personnel. Voilà, donc la reine Jeanne, qui est également appelée Jeanne Ière de Naples, mais qu'on connaît mieux en Provence sous le nom de reine Jeanne, parce qu'elle a été comtesse de Provence. Un ouvrage a été écrit par l'un des plus grands auteurs de la région, Frédéric Mistral, et qui est dédié à cette souveraine reconnue pour ses bienfaits et pour sa tolérance. On a à l'époque de Louis II, en 1417, un autre juif qui n'est pas parvenu à sauver de son affection de la vessie le comte Louis II, mais on a retenu quand même le nom de ce juif originaire de Marseille qui s'appelait Mossé Marnant, selon la documentation dans les archives comtadines. Et puis, on a surtout le roi René, qui est probablement le souverain le plus connu, qui avait pris Abraham Salomon sous sa protection, qu'il a fait baptiser sous le nom de Pierre de Notre-Dame. Alors, il faut le dire, Gilbert Dahan, d'ailleurs, grand historien spécialiste de la question, le rappelle à plusieurs reprises. Bon, il s'inspire des travaux notamment de Salomon Kahn, qui a écrit sur les Juifs de Tarascon dans la revue des études juives en 1899. Il rappelle tous deux que le roi René n'obligeait pas les Juifs à se convertir. Mais par contre, si effectivement un Juif décidait de rejoindre de son propre gré la religion catholique, alors il pouvait se voir honorer déjà d'une exemption de taxes, premièrement. Deuxièmement, il pouvait être anobli, donc ce n'était pas anodin
c'était même assez rare, et puis ils pouvaient obtenir un domaine. Pour les autres, les Juifs, sous le roi René, sont plutôt bien lotis. Alors certes, moyennant finance, ils doivent quand même s'acquitter d'une taxe annuelle de 2000 florins, ce qui n'est pas rien, mais cela leur donne la possibilité, contrairement aux autres régions du monde occidental à la même période, de pratiquer toutes les sortes de métiers. Quasiment rien ne leur est interdit, et même d'abattre rituellement leurs bêtes de manière officielle. Donc le roi René a récupéré ce Abraham Salomon, qui lui par contre s'est converti et qui s'est élevé. Donc on a pu retenir son nom, qui est maintes fois cité dans les archives. Alors voyons maintenant où vivent les Juifs de Provence et essayons de déterminer comment ils vivent de manière générale à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne. Alors, les toponymes, comme on l'a dit précédemment, sont riches d'informations. On retrouve différentes appellations qui suggèrent une présence juive au Moyen-Âge dans un très grand nombre de localités des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, mais également du Dauphiné et de la Drôme. Et quasiment tous les noms de villages que vous voyez cités sur cette carte, qui est proposée, je crois, me semble-t-il, dans le livre de Jules Farber, Les Juifs du pape en Provence, itinéraire. Donc c'est un livre qui a un petit peu vieilli, mais qui est quand même très intéressant pour déterminer ce qu'il y a à visiter dans cette belle région que je vous invite à aller voir. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un parcours guidé. Donc tous ces toponymes ont pu donner des patronymes. Comme je l'ai indiqué, on retrouve dans les archives des gens qui s'appellent Toulon, Marseille, Draguignan, Arles, et puis surtout des noms encore plus courants comme Beaucaire, Alès, Lunel ou encore Montpellier et Carcassonne. Dans la Drôme, on a également des Juifs qui sont établis à Dieu-le-Fit, à Donzère, à Montélimar, ou encore à Saint-Paul-Trois-Châteaux, où un mikvé, un bain rituel, a été mis au jour il y a quelques années. On a également des Juifs à Valence, à Crémieux, comme on l'a indiqué précédemment, à Vienne, et puis dans le Vaucluse, Lourmarin, Malaucène, Pernes-les-Fontaines, où on a deux mikvaot, donc deux bains rituels privés dans des maisons, ce qui suggère que la population juive de cette ville, qui n'accueille aujourd'hui plus de communauté, était vraisemblablement assez riche pour pouvoir s'offrir carrément un bain rituel privatif, et puis d'autres, bien sûr, dans des villes sur lesquelles nous allons davantage nous appesantir, Avignon, Carpentras, l'Île-sur-la-Sorgue ou encore Cavaillon. Alors, généralement, les Juifs sont cantonnés à des quartiers réservés à cette période-là. Ils sont relativement libres de leur mouvement à la fin du Moyen-Âge, ce qui n'est pas le cas dans tout l'Occident médiéval. Et en Provence, au moins jusqu'au XIVe siècle, ils se regroupent davantage par commodité dans des rues juives ou des quartiers juifs pour être à proximité de leur synagogue, de leur école, de leur bain rituel, mais aussi parce qu'ils vivent plus en sécurité que lorsqu'ils sont isolés. Effectivement, la protection des souverains, des potentats locaux et des autorités ecclésiastiques ne garantit pas systématiquement contre les violences de la populace, qui parfois peut se montrer très violente, notamment lorsqu'elle est originaire de l'extérieur. Je vais l'expliquer dans un instant. Alors à Tarascon, pour éviter justement ces émeutes et puis ces agressions qui se multiplient, en 1377, on a dans les archives une fixation des limites de la carrière. Alors, qu'est-ce qu'on appelle carrière? Vous voyez le terme, par exemple, là, sur un de mes clichés, donc pris à Aix-en-Provence, Antiano Carriero della Giutarie Auto. Giutarie, c'est le nom qu'on donne à la juiverie dans le district de Aix. Le nom peut être différent selon les villes. Giudaria, par exemple, à Nice. Parfois, on va parler de juiverie, parfois, on va parler de rue juive, ou alors, par exemple, à Cavaillon, de rue hébraïque, comme vous le voyez indiqué sur le panneau du haut. Donc, les appellations ne sont pas communes selon les villes. Toujours est-il qu'on va commencer à les enfermer à partir de la fin du Moyen-Âge, au départ, en leur indiquant que c'est pour leur protection et que c'est pour éviter qu'il y ait des heurts avec les populations
locale. On a donc de plus en plus de ces toponymes qui sont cités dans les archives, parce que chaque fois qu'une rue leur est attribuée ou que des accès sont fermés, on en a la trace dans la documentation médiévale. Alors, on parlera tantôt de carrière. Alors, carrière, selon certaines explications, serait le terme en provençal qui désigne une charrette, parce que ça devait avoir la taille, ces rues, permettant le passage d'une charrette, puisque, comme on l'a indiqué, beaucoup de ces juifs sont commerçants et se déplacent, sont itinérants. Donc, au départ, on leur interdit de sortir la nuit pour leur protection, mais en journée, ils peuvent sortir et de leur carrière et même bien souvent sortir de la ville. Alors, ils ont des quartiers réservés qui sont signalés parfois à l'aide d'arches, donc, ce qui permet de fermer les portes. Donc, il y aura une arche de part et d'autre de la rue principale où ils vont finir par s'entasser en raison d'une démographie assez importante. À partir de 1442, en revanche, le pape Eugène IV leur interdit clairement de sortir, parce que là, la réglementation pontificale par un système de bulles devient de plus en plus important, et les papes décident d'enfermer les juifs. Donc à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne, c'est véritablement à ce moment-là que les juifs de Provence sont enfermés, alors que bien souvent ils l'ont été 1 ou 2 siècles plus tôt dans d'autres régions de l'Occident médiéval. Alors les dates d'enfermement sont connues pour un certain nombre de villes, par exemple en 1453 pour Cavaillon. On pense également pour l'île sur la Sorgue à la même période, mais il y a un doute sur la date. En 1458 pour les Juifs d'Avignon. Ils sont enfermés à partir de 1461 dans leur carrière à Carpentras, et seulement en 1504 à Pernes-les-Fontaines, la ville que j'ai indiquée comme étant un peu plus riche, où il y avait 2 bains rituels privés qui ont été retrouvés. Alors pourquoi 1504 est intéressante ? Parce que c'est après que la Provence a été rattachée au royaume de France en 1501. Et donc là, c'est la réglementation du royaume de France probablement qui impose à la ville de Pernes-les-Fontaines à son tour d'enfermer ces juifs, chose qui n'avait pas été faite tant que les potentats avaient une autorité complète sur leur territoire. Alors, en 1476, effectivement, à Aix, on a, sous l'accusation d'avoir blasphémé la Vierge Marie, un juif qui est brûlé vif, malgré les tentatives de rachat de sa vie par la communauté, qui est prête à payer jusqu'à 20 000 florins. On avait dit qu'annuellement, il payait 2 000 florins à un moment, donc ça vous donne une idée de la somme qui pouvait être demandée pour racheter un juif. Et le roi René ne parvient pas à sauver la tête de Léon Asturg. Alors, Asturg, c'est une déformation du nom Astruc. Astruc, ça vient du latin médiéval Astrucus, qui veut dire né sous une bonne étoile. Peut-être que c'est la traduction de l'hébreu Mazal. Toujours est-il que ce Astruc va donner, en passant la Méditerranée, le nom Citruc chez les Juifs de Tunisie. Donc, de là, il n'y a qu'un pas à dire que les familles Citruc sont probablement des Juifs qui sont originaires ou qui, au moins, ont transité à un moment par la Provence. Là, on voit bien donc, à travers la patristique, l'onomastique, la migration des noms, leur déformation, et puis le lien qu'on peut faire avec l'itinérance de ces communautés. En 1484, on a des massacres qui sont opérés à Aix, de nouveau, à Arles, mais également à Marseille. Alors, ce ne sont pas des massacres liés à la population locale, non. Ce sont des maraudes, des maraudeurs, des pillards, généralement composés de travailleurs saisonniers, qui avaient l'habitude de venir pour les vendanges et pour les récoltes de façon plus générale, du Dauphiné, d'Auvergne. Alors, on a dit que les Juifs d'Auvergne, dès le VIe siècle, étaient massacrés, de sorte qu'ils ont dû venir se réfugier à Marseille déjà au VIe siècle. Donc, on voit qu'à la fin du Moyen-Âge, la situation en Auvergne n'est toujours pas réglée et que les communautés juives n'y sont probablement pas tranquilles. Et puis également des maraudeurs en provenance de Haute-Provence. En 1489, on a de nouveau des émeutes qui sont signalées dans les archives, notamment à Tarascon, et puis de nouveau à Arles en 1493, 1494,
1595 à Manosque, dans les Alpes. Et là, c'est par contre les autorités ecclésiastiques elles-mêmes, puisqu'on attribue ces attaques aux carmes et aux franciscains. Alors, les bulles papales, c'est-à-dire les injonctions pontificales, enjoignent dès le XIIIe siècle les Juifs à être marqués d'un signe distinctif. Et donc forcément, ça les rend reconnaissables et les agressions se multiplient à partir des 2 derniers siècles du Moyen Âge. Effectivement, ils sont reconnaissables à l'aide de la rouelle, que nous voyons sur le document du bas et qui a été utilisé en guise d'illustration pour le splendide livre de Daniel Yankou, Être juif en Provence, paru aux éditions Albin Michel en 1998, où on voit effectivement un juif d'Arles sur un manuscrit du XVIe siècle, affublé d'un bonnet spécifique, et puis surtout de ce qui va inspirer plus tard l'étoile jaune, c'est-à-dire cette stigmatisation vestimentaire par un cercle de taille assez importante, ça pouvait aussi entre 7 et 15 cm, mais les Juifs avaient l'habitude de replier le manteau dessus pour le dissimuler, de sorte que par la suite, les injonctions pontificales et seigneuriales vont imposer le port d'un chapeau également distinctif, tel qu'on peut le voir sur cette enluminure d'un manuscrit médiéval de la fin du Moyen-Âge, le fameux Judenhut qui vient des territoires germaniques et qui s'impose progressivement également aux territoires méridionaux du Royaume de France. Donc là, on voit un juif affublé d'un chapeau juif. Alors ce manuscrit n'est pas de la zone méditerranéenne, il est typique du Nord. Pour la zone méditerranéenne, il est quand même plus discret. On autorise les Juifs à ne pas l'avoir de couleur jaune, qui est une couleur généralement associée à la trahison, à la tromperie. Ils ont le droit de porter un couvre-chef noir. Et d'ailleurs, on a trace de négociations de communautés qui disent, écoutez, on veut bien porter votre couvre-chef distinctif, mais par pitié, laissez-nous en choisir la couleur, de sorte à ne pas nous singulariser trop et surtout à ne pas être reconnaissable de trop loin lorsqu'il y a des attaques. Parce que initialement, les autorités disent que c'est simplement pour qu'il n'y ait pas de mariage interculturel entre chrétiens et juifs, et puis qu'il n'y ait pas trop de relations. Et donc, les 2 communautés doivent se singulariser de manière distinctive. Et c'est ce qui expliquerait en fait la présence de ces vêtements singuliers. Dans le nord de l'Europe, il y a une vraie volonté d'humilier et de singulariser, puisque même la couleur, comme on l'a dit, va signaler le caractère trompeur du juif avec cette imposition du jaune et pour la rouelle et pour le chapeau jaune, ce qui ne sera pas le cas en Provence en revanche. Alors, certains vont même carrément le refuser. Je cite juste un exemple que j'ai découvert, c'est Mordecai ben Yosef d'Avignon qui, vers 1250, refuse catégoriquement de porter le vêtement, et donc il est conduit devant les autorités pour s'expliquer et on lui impose une amende. Le port du chapeau va être renouvelé plusieurs fois. Dans les archives, on voit que ce n'est pas systématique, que les Juifs s'en exemptent volontiers, puisque de manière fréquente, les textes réitèrent les injonctions indiquant aux Juifs qu'ils doivent porter le chapeau qui leur est imposé, notamment en 1524, où on rappelle aux hommes que ceux qui ne seront pas vêtus du costume imposé, devront s'acquitter d'une taxe supplémentaire. Au XVIe siècle, les femmes de Provence doivent coudre un pessioun ou pétassoun. Alors, on a ces 2 noms qui apparaissent en provençal. Alors, pétassoun veut simplement dire pièce de tissu, et qu'elles doivent apposer sur leur coiffe jusqu'à 1790, c'est-à-dire jusqu'à la date d'émancipation des Juifs du pape, pour signaler leur présence et mettre en lumière qu'elles ne sont pas chrétiennes et donc indisponibles pour les impétrants au mariage. Le pape Paul IV veut contrer les tentatives de dissimulation et c'est pour ça qu'il rajoute systématiquement, par des injonctions fréquentes, par ces bulles qui sont réitérées, des éléments vestimentaires supplémentaires.
Voilà, alors malgré ces humiliations et brimades occasionnelles, les Juifs de Provence sont globalement mieux lotis au Moyen-Âge que leurs voisins français, comme on vient de le voir, encore mieux lotis que ceux des territoires germaniques, notamment ceux d'Alsace, pour lesquels l'iconographie regorge de représentations humiliantes et dans les cathédrales et dans les miniatures médiévales. En Provence, beaucoup, comme on l'a dit, sont des commerçants itinérants. Ils peuvent se déplacer en journée. Le soir venu, ils regagnent, comme on l'a précisé, donc leur carrière. Pourquoi on leur laisse autant de liberté? Eh bien parce qu'ils approvisionnent la cour des papes, notamment. Alors, ils les approvisionnent en vivres. Ils acheminent depuis les grands ports de Méditerranée, notamment via la communauté juive de Marseille, des parfums, mais aussi des bijoux en corail. Ils sont aussi les experts dans le commerce des perles. Et c'est surtout, comme on l'avait précisé tout à l'heure, dans le domaine des tissus et des draperies que les Juifs comtadins excellent. À Avignon, 87 des 94 marchands de tissus sont ainsi juifs à la fin du XIVe siècle, indiquent les archives. Mais tout change au XIVe siècle. Et là, excusez-moi, au XVIe siècle. Tout change donc à partir du XVIe siècle. On a dit, la papauté qui est revenue à Rome impose de manière de plus en plus autoritaire que les lois mises en place pour l'intégralité de l'Occident s'appliquent également à la Provence, où trop de concessions avaient été offertes aux Juifs, et de nombreuses communautés disparaissent pour se regrouper dans des territoires qui leur en sont alloués et où ils vont être mieux contrôlés. Donc, d'une multiplicité de communautés telles qu'on l'avait vu au XIIe, XIIIe siècle, eh bien, à l'époque moderne, XVIe et surtout XVIIe, XVIIIe siècle, on va voir les communautés juives se cantonner à 4, 5, 6 villes maximum, puisque tous les autres lieux leur sont progressivement interdits. Effectivement, en 1498, le roi Louis XII termine la reprise du contrôle des territoires qui étaient tombés entre les mains des féodaux. Et donc, à la fin du XVe siècle, les Juifs de Provence sont assujettis aux mêmes lois que les autres Juifs du royaume de France. Pour autant, pendant quelques mois, quelques années encore, les édits royaux ne sont pas appliqués, donc ils doivent être renouvelés en 1500, et ils sont finalement mis en pratique l'année suivante, où on leur indique clairement qu'ils ont 3 mois, soit pour partir, soit pour se convertir. Alors, beaucoup se réfugient dans les États du pape, tout proche, où il y a encore quelques concessions qui leur sont offertes, et on les laisse dans quelques villes. Mais ça n'est plus toute la Provence, c'est seulement les États du pape, donc la première carte que je vous avais présentée, autour de villes comme Cavaillon, Carpentras, Avignon, où là, temporairement, eh bien, les papes peuvent encore leur concéder, ou les autorités ecclésiastiques, certains octrois. Néanmoins, quand ils se convertissent, on ne leur fait pas confiance. Et on a une liste qui nous est donnée pour le XVIe siècle de néophytes qu'on continue de taxer. Donc finalement, ça ne les tente pas tellement la conversion. Il y a eu des périodes où se convertir, comme on l'a vu sous le roi René, avait un effet véritablement bénéfique, puisqu'on pouvait même rentrer dans la noblesse. Au XVIe siècle, on leur demande de se convertir, mais en même temps, on ne leur fait pas confiance et on continue de les taxer. Donc la plupart des Juifs préfèrent rester ce qu'ils sont à l'époque moderne. Tout est fait néanmoins pour masquer les noms d'origine hébraïque des nouvelles familles de convertis. Souvent, c'est même eux qui le demandent parce qu'ils ont peur d'être ostracisés, et notamment lorsqu'on leur octroie de façon rare et très parcimonieuse des quartiers de noblesse. Donc, ils vont prendre des noms particulièrement représentatifs de leur conversion récente. Alors, on va prendre un cas paradigmatique très connu. 1503, c'est la naissance en pleine carrière de Saint-Rémy de Provence de Michel de Notre-Dame, mieux connu sous le nom de Nostradamus. Alors Nostradamus est né de parents juifs qui s'étaient convertis de façon récente au christianisme, peu avant sa naissance. Son père est retenu dans les archives sous le nom de Jaume, c'est-à-dire Jacques. C'est un marchand en gros originaire d'Avignon qui vraisemblablement est assez riche. Sa mère, qui s'appelle Rainer, est originaire de Saint-Rémy de Provence et elle est la fille du trésorier de la ville. Donc on voit qu'il vient quand même d'une famille de nantis, une famille qui a réussi à faire fortune à la fin du Moyen-Âge. Et dans la mesure où ce n'est pas pour des raisons pécuniaires qu'ils semblent se convertir, eh bien, ils sont plutôt bien acceptés, contrairement aux autres néophytes. Et donc, les parents de Nostradamus passent pour des modèles et on leur attribue un nom
typique de néoconvertis, Notre-Dame. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la maison de Nostradamus aujourd'hui encore est visible. Il y a une plaque qui est d'ailleurs apposée sur la façade. Elle n'est pas visitable, mais il y a une plaque qui rappelle que c'est l'endroit où il est né en 1503. Elle est toujours visible dans l'ancienne carrière, rue Hoche. On a d'autres juifs provençaux qui, faute de se convertir ou de pouvoir rester là où ils se trouvent, expulsés de leur ville, décident bien carrément de quitter la Provence. Alors ils vont soit dans le Dauphiné, qui à ce moment-là n'est pas vraiment française, elle est entre les mains de souverains locaux, donc toute une partie des Alpes échappe encore à l'autorité française. D'autres vont dans le Piémont, en Italie. Et alors, on va voir comme ça des allées et venues, par exemple, de familles comme les Bédarides. Alors, Bédaride, c'est une petite ville, d'ailleurs, qui a même donné le nom à plusieurs maires de la ville d'Aix-en-Provence. Donc, il y a plusieurs rues, qui aujourd'hui s'appellent rue Bédaride, du nom de ces maires qui, au 19e et début 20e siècle, étaient d'origine comtadine. C'était des juifs comtadins qui venaient donc vraisemblablement de cette petite ville de Bédaride. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des Bédaridas également du fait qu'ils ont transité par les Alpes, ils sont arrivés en Italie, ils ont rajouté un A à leur nom, et puis en revenant en Provence, ils ont gardé le A. Il y a un historien notamment, très connu pour la période contemporaine, qui s'appelle Bédarida, et qui est donc vraisemblablement un juif d'origine comtadine qui a probablement transité vers ou transité par des régions au-delà des Alpes. Alors, on avait dit également, certains vont en Afrique du Nord. On avait cité notamment le cas de Astrucus qui devient Citruc pour les familles juives installées en Tunisie. On peut dire également que ce refus de toute présence juive en Provence s'est poursuivi jusqu'à la Révolution. Et à Marseille, on ne les a pas acceptés, même lorsque la ville est devenue un port franc en 1669. Certains juifs du pape ont tenté de s'y établir, mais en vain, on le leur a refusé. Néanmoins, au XVIIIe siècle, il y a une tolérance qui se remet en place, et puis on voit une tentative de nouveau de circuler. Alors, on leur donne l'autorisation de participer aux foires, mais les archives indiquent clairement qu'on leur interdit toujours de résider dans les villes d'où ils étaient éventuellement originaires au Moyen-Âge, mais qui leur sont devenues interdites à partir du XVIe siècle. Alors, ça n'est que dans la seconde moitié ou dans la fin du XVIIIe siècle qu'on les voit revenir à Marseille, à Aix et Nîmes, et ça on le sait également donc, grâce aux documents conservés dans les archives. Alors, pour reprendre l'exemple de Saint-Rémy de Provence, on trouve à partir du milieu du XVIIIe siècle des Juifs du Pape, reconnaissables à leur patronyme. On parle notamment d'une famille Milot, donc, comme on l'avait indiqué, qui est le nom d'une petite ville du Gard, aujourd'hui à l'entrée de l'Occitanie, mais tout proche de la Provence actuelle. Et un certain Mardochée Milot, qui résidait à Saint-Rémy depuis 25 ans, est indiqué dans la littérature locale en 1788. Et on dit même qu'il est originaire de l'Île-sur-la-Sorgue, donc une des Arbakélotes, une des 4 villes de refuge au XVIIe siècle. On va en parler dans un instant. Et 8 à 10 familles disposent à cette période-là, nous disent les archives locales, d'une synagogue, d'une bousserie cachère et d'un cimetière qui leur a été concédé à l'extérieur des murailles. Un cimetière qui a cessé d'être utilisé en 1977, mais qui reste à la demande auprès de l'Office du tourisme visitable aujourd'hui. Alors, hormis ces exceptions, l'époque moderne est surtout marquée, comme on l'a dit, par la réorganisation des Juifs dans 4 grandes localités essentiellement. Alors, ces 4 grandes localités, qu'on appelle des villes de refuge, portent le nom chez les Juifs de Arba Keilot, en référence aux saintes communautés d'Israël dans l'Antiquité, Jérusalem, Safed, Hébron et Tibériade. Et ces villes, à partir de 1624, sont les suivantes: Avignon, Carpentras, Cavaillon et L'Île-sur-la-Sorgue. Alors, pour 2 d'entre elles, on a un patrimoine majestueux qui est préservé. Alors, on a notamment à Cavaillon la rue juive sous le nom de rue hébraïque qui est quasi intégralement conservée, avec encore les maisons d'origine du XVIIIe siècle. Alors, on voit, c'est une rue assez étroite. J'ai pris la première photo depuis quasiment le premier tiers depuis l'entrée de la carrière. Donc, vous voyez que la rue n'est pas très longue. On voit le fameux porche dont je parlais précédemment qui permet de voir l'endroit
où les portes pouvaient être scellées à la nuit venue, hein, pour empêcher les Juifs d'en sortir, ce qui constituait d'ailleurs une certaine hantise pour les communautés dans le cas où les incendies qui étaient assez fréquents à cette période-là pouvaient mettre un terme à toute une communauté si effectivement un incendie se déclarait. Les portes étaient fermées donc de part et d'autre de la carrière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la rue hébraïque de Cavaillon, cette carrière est encore véritablement visible. On a encore les deux portes. Et puis, la deuxième photo, celle du milieu, je l'ai prise depuis le balcon de la synagogue, ce qui permet donc de voir de manière longitudinale cette rue, avec des maisons qui possédaient parfois des étages supplémentaires ou qui étaient rajoutés au gré des siècles, parce que la démographie imposait de trouver des solutions pour loger une population à la démographie galopante, sachant qu'on ne leur octroyait que très rarement des rues adjacentes. On a une synagogue à Cavaillon qui est splendide. Alors effectivement, quand on la voit de l'extérieur, on ne s'en aperçoit pas, parce que la façade devait toujours être discrète. N'oublions pas, les Juifs étaient tolérés, donc on se rattrapait sur l'intérieur. Alors néanmoins, on a quand même sur le solive, au niveau de l'entrée, une petite phrase en hébreu qui est écrit donc Ze Hashar Lamonai Tzadikim Yavouvo. Voici la porte de l'Éternel par laquelle les justes entreront, et qui permet de découvrir à l'étage la salle de prière principale, puisque les femmes étaient au niveau du rez-de-chaussée dans un espace beaucoup moins décoré. Alors, voici l'intérieur de la synagogue de Carpentras, parce que je ne veux pas multiplier le nombre de clichés non plus. Je vous ai montré l'extérieur de la synagogue de Cavaillon. Vous pourrez découvrir dans une de mes vidéos, dont je vous laisserai le lien dans les commentaires au moment des questions, l'intérieur de la synagogue de Cavaillon également. Voici l'intérieur de la synagogue de Carpentras, qui ressemble véritablement à un théâtre. Donc, c'est la deuxième synagogue des Arba Keilot qui a été préservée. On a celle de Cavaillon et on a celle de Carpentras, qui sont distantes en voiture environ d'une demi-heure, trois quarts d'heure l'une de l'autre. Là aussi, on voit que l'extérieur est particulièrement sobre, très simple. Et attention, petite particularité, regardez ce que forment les fenêtres qui surmontent la porte d'entrée. Alors, c'est une mauvaise plaisanterie de la part des autorités chrétiennes qui ont sommé les Juifs de donner une forme de croix aux vitraux qui se trouvent au-dessus du portail principal, c'est-à-dire que tous les Juifs, au moins ils rentraient dans leur synagogue, qui était une véritable petite ville en soi, devaient passer sous la croix chrétienne. Alors pourquoi je dis une petite ville en soi ? Parce qu'on a à l'intérieur un mikvé médiéval. Il y a un second mikvé qui a été construit au niveau du rez-de-chaussée. Alors celui-ci plonge à 10 mètres sous la surface. Il serait cachère, d'après le grand rabbin de Marseille qui est allé l'étudier. Il possède encore les 760 litres obligatoires pour rendre un mikvé cachère, mais vous voyez que les conditions d'accès le rendent particulièrement dangereux. L'eau monte plus ou moins selon la pluviométrie, et comme il se remplit par la nappe phréatique, il est toujours alimenté en eau claire, donc ce qui permettrait de le rendre utilisable. Mais l'eau y est assez fraîche et il est accessible pour les visites. Si vous vous rendez à Carpentras, vous serez particulièrement bien accueillis par les gens qui en assurent la visite, notamment les Freud ou le président Meir Ben-Zikrit, qui, je crois, s'est connecté à notre conférence tout à l'heure. Alors, quand même, je savais que certains allaient m'en vouloir si je ne présentais pas du tout Cavaillon. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que vous pourrez retrouver le cliché sur une de mes vidéos, mais je ne pouvais pas passer outre et je vous ai quand même mis quelques photos prises sur place. Donc voilà cette magnifique architecture intérieure de style rocaille. On est entre 1772 et 1774, c'est-à-dire à la fin du règne de Louis XV. Et on a toutes les ornementations typiques de cette période. Donc on voit une influence chrétienne certaine, mais surtout des particularismes architecturaux qu'on ne retrouve que dans le judaïsme comtadin. Alors on va les étudier de manière très rapide. Premièrement, le fait que l'Arche Sainte se trouve à l'est et que l'estrade liturgique, la
Théba ou Bima se trouve sur le mur opposé à l'ouest, contrairement aux constructions traditionnelles qui veut que l'estrade se trouve au centre pour reproduire le misbéar, c'est-à-dire l'autel dans le temple de Salomon, ou bien, sous l'influence des chrétiens, souvent l'estrade se trouve collée ou très proche de l'arche sainte que vous voyez sur la photo numéro 2. Ce modèle-là est inspiré vraisemblablement de l'Italie, puisqu'on retrouve la même chose dans des villes comme Pesaro ou Venise, c'est-à-dire l'arche sainte sur le mur est et puis l'estrade liturgique sur le mur ouest, par lesquels, comme à Pesaro, on monte un escalier. Et donc là, l'idée de Aliyah, lorsqu'on est invité à monter à la Torah, donc on dit monter à la Torah, donc on est invité à se présenter pour faire une lecture ou pour au moins réciter une prière pendant que le Baal Koré, c'est-à-dire l'officiant qui lit dans la Torah, eh bien, assurera la lecture en notre place. Donc on dit bien en français monter à la Torah. Et en hébreu, ça s'appelle une aliyah, c'est-à-dire l'idée de monter. Eh bien là, elle n'est pas simplement symbolique, elle est physique. C'est-à-dire qu'on rejoint les gabaïm, donc les administrateurs, le rabbin et l'officiant, le chazan, sur cet espace qui se trouve juché sur un balcon. Si on revient en arrière et qu'on regarde à Carpentras, eh bien, on trouve exactement la même chose. Sur le mur est, l'arche sainte, où sont rangés les rouleaux de la Torah. Sur le mur ouest, l'estrade liturgique par lesquelles on peut accéder à l'aide d'escaliers. On le voit justement sous la photo du bas à gauche, ces escaliers de part et d'autre qui permettent d'accéder à l'estrade liturgique où les éminences de la synagogue se trouvent et où vous êtes invité occasionnellement à rejoindre pour pouvoir lire dans la Torah. Alors, au rez-de-chaussée, on a dit, c'est là où se trouvent les femmes. Les femmes, au moment où la prière débute, l'office de Minra, qui ne fait pas encore rentrer le Shabbat, eh bien, ces femmes peuvent continuer de pétrir la pâte pour terminer de fabriquer les pains de Shabbat, les fameuses chalotes, les pains tressés, ou encore les koudol non provençales donnés, koudol ou koudolès, non provençales donnés au pain azim, les matzot. Alors, à Carpentras et Cavaillon, eh bien, dans ces petites villes qui sont constituées dans un seul bâtiment, on trouve à la fois un espace synagogal qu'on appelle escola. Généralement, la synagogue s'appelle escola, c'est-à-dire synagogue, qu'on retrouve dans la terminologie de Schule, qui est, elle, allemande et qui est utilisée par les communautés juives ashkénazes. Donc la escola, c'est aussi un lieu d'études. Donc il y a généralement une petite école, une salle où des sermons peuvent être prononcés, une salle de réception éventuellement pour les mariages. On a retrouvé tout cela à Carpentras, mais il y a également la boulangerie, avec son four traditionnel pour l'année, et puis son four à azim, avec la table de pétrissage, et à Carpentras, on a même conservé le laminoir de l'époque moderne, qui permettait de faire les trous dans le pain azim pour que la pâte ne monte pas. Qu'est-ce qu'on peut encore indiquer? Eh bien, la présence du Kissé Eliaou. Alors ça aussi, c'est typique des particularismes architecturaux du judaïsme contadin. Le Kissé Eliaou, c'est la chaise du prophète Élie, qui traditionnellement se trouve effectivement dans toutes les synagogues au moment des circoncisions, et sur laquelle s'assied le parrain, qu'on nomme le sandak, pour prendre le bébé sur ses genoux au moment où le Moël, donc le circonciseur, effectue la Brit Mila. Là, il n'est pas question de s'asseoir dessus. Déjà, les sièges ne supporteraient pas le poids d'un adulte, premièrement, et puis deuxièmement, on aurait bien du mal à y accéder lorsqu'on en a besoin, puisqu'ils sont soit sur une étagère, comme à Cavaillon à gauche, soit dans une alcôve comme à Carpentras à droite, soit dans une synagogue qui n'est pas à proprement parler contadine, mais qui fait partie de la Provence historique et qui a décidé également d'avoir son Kissé Eliaou suspendu au centre, à Nîmes. Et donc, on voit que ces 3 synagogues ont été bâties à peu près à la même période, c'est-à-dire à la fin de la monarchie absolue, donc sous le règne pour Cavaillon de Louis XV, sous le début de règne de Louis XVI pour la synagogue de Carpentras, puisque les travaux à Carpentras ont été repris à partir de 1748 et ont été terminés, si je ne m'abuse, en 1784. Mais la synagogue, généralement, principale, l'espace intérieur, est daté de 1776. Et puis,
période post-révolutionnaire, la synagogue de Nîmes, 1794, avec un four qui est encore visible dans les bureaux de l'administration. Si vous êtes sage et sympathique et que vous demandez poliment, peut-être qu'ils vous y donneront accès. Enfin, une dernière synagogue que je souhaitais vous présenter, celle d'Avignon. Alors, elle n'a plus les caractéristiques du judaïsme comtadin, et pourtant, c'est en Avignon que les Juifs se sont principalement concentrés, on l'a bien dit, lorsque cette ville est devenue un des derniers territoires de refuge pour les Juifs de Provence. La synagogue a pâti d'un tragique incendie au milieu du XIXe siècle. Elle a donc été reconstruite après 1845, mais selon les normes plus contemporaines, plus modernes, qui essayaient davantage aux communautés juives au XIXe siècle, qui s'inspirent toujours en fait du milieu ambiant. Et donc là, on a choisi une architecture néoclassique avec une rotonde. Alors à ma connaissance, moi j'en ai visité très peu des synagogues en forme de rotonde. Il y en a une à Modène, en Italie du Nord. J'ai vu une autre rotonde à la synagogue de Vienne, mais c'est quand même une architecture relativement rare, hein, cette forme de théâtre qui donne une certaine amplitude qui n'est pas forcément devinable depuis l'extérieur. Et puis, on va retrouver la chaire, qui n'est plus utilisée aujourd'hui, mais sur laquelle pouvait se jucher le rabbin au moment du prêche, au moment de la dracha, une chaire que l'on retrouve également dans la synagogue Breteuil, la grande synagogue de Marseille, qui, elle, a été construite à l'époque de Napoléon III, dans les années 1860. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère bien sûr que cette conférence vous aura intéressé et que mon propos a été clair. Et je vous propose maintenant de passer aux questions si vous le souhaitez. Merci Emmanuel, c'était vraiment passionnant et c'est une conférence très, très, très informée, très savante, très précise, qui permet de situer les Juifs de Provence dans leur généalogie, dans leur géographie et dans leur histoire.